Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce samedi 15 mars. Tout d'abord, nous vous invitons à redécouvrir les faits qui ont marqué l'actualité taïwanaise tout au long de cette semaine avec la revue de l'information présentée dans un bref instant par Sasa. S'en suivra le courrier des auditeurs, animé aujourd'hui par Meg Wang et moi-même, pour répondre à vos questions et vous rappeler les concours. Et en fin de programme, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, nous vous invitons à redécouvrir l'émission RTF Relations Taïwan-France, animée par Clément Tricot, qui s'entretient aujourd'hui avec un professeur enseignant-chercheur à l'INALCO sur la manière de transmettre Taïwan par sa culture, ses langues, à travers l'art de la marionnette. Voilà pour le programme de ce samedi. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'actualité de la semaine présentée par Sasa, avec pour débuter les principaux titres. Le président Lai Ching-te dit vouloir restaurer les procès militaires suite à la résurgence de cas d'espionnage chinois. Une influenceuse chinoise voit son permis de résidence taïwanais révoqué après avoir promu l'unification par la force. Le gouvernement taïwanais n'exclut pas les nouvelles technologies nucléaires sous certaines conditions. Le ministre du Numérique prépare le lancement d'un portefeuille électronique d'identité. Lai Ching-te dit vouloir restaurer les procès militaires suite à la résurgence des cas d'espionnage chinois. Le président taïwanais a réuni jeudi une réunion de haut niveau pour discuter des menaces chinoises envers la sécurité de Taïwan. À l'issue de cette réunion, il a prononcé un discours affirmant que l'ambition chinoise d'annexer Taïwan et de détruire la République de Chine, le nom officiel de Taïwan, n'avait pas changé depuis plusieurs décennies. Lai Ching-te a déclaré que la tactique de front uni, alliée aux intimidations verbales et militaires, devenait de plus en plus sérieuse, ajoutant que la Chine avait tiré avantage de la démocratie taïwanaise en recrutant des gangsters, des médias, des partis politiques et même des officiers de police et de l'armée pour semer la division et mener des actions de sabotage et de subversion. Le président a rappelé que selon les chiffres du Bureau de sécurité nationale, 64 personnes avaient été poursuivies dans le cadre d'affaires d'espionnage pour le compte de la Chine en 2024, soit 3 fois plus qu'en 2021. L'année dernière, 15 officiers en exercice et 28 militaires retraités ont fait l'objet de procès pour espionnage pour le compte de la Chine. Lai Ching-te a ainsi proposé d'amender la loi afin de restaurer le système des procès militaires. Face aux partis d'opposition qui estiment que cette décision équivaut à faire entrer le pays quasiment dans un état de guerre, le Premier ministre Zhou Zhongtai et le ministre de la Défense Wellington Koo ont tenu à rassurer la population. Ils ont indiqué vendredi que ce nouveau système de procès militaire serait différent de celui de l'époque de la loi martiale. Voici les détails du Premier ministre. Concernant les procès militaires, la procédure sera engagée uniquement lorsqu'un militaire en service aura commis un crime militaire tel que la trahison, l'aide à l'ennemi, la divulgation de secrets, la négligence à son devoir ou la désobéissance aux ordres. Les procès militaires ne seront pas appliqués à tous les types d'actions. Les cibles et les formes de comportement concernés par ces procès seront largement restreintes. Les procès militaires envisagés seront complètement différents d'une mise en œuvre généralisée et systématique des procès militaires du passé. Une influenceuse chinoise voit son permis de résidence révoqué après avoir promu l'unification par la force. L'influenceuse chinoise Liu Zhenya, connue sur la plateforme Douyin sous le nom de Yaya in Taiwan, un compte suivi par plus de 400 000 personnes, a fait l'objet d'une enquête menée par l'Agence nationale de l'immigration taïwanaise après que l'influenceuse ait posté sur les réseaux sociaux des contenus promouvant l'annexion militaire de Taïwan par la Chine. L'Agence nationale de l'immigration a indiqué mercredi que son permis de résidence avait été révoqué en accord avec les réglementations sur les relations interdétroits.
Le Premier ministre Zhou Zhongtai a déclaré que l'approche actuelle des autorités pour ce genre de cas, impliquant des époux ou épouses chinoises, était de révoquer leur permis de résidence et de les remplacer par un permis avec une seule entrée et sortie du territoire. La ministre de l'Intérieur Liu Shifang, interrogée vendredi au Parlement, a déclaré avoir noté plusieurs influenceuses chinoises mariées à des Taïwanais qui évoquent l'unification de Taïwan par la force. Conformément aux réglementations en vigueur, ces influenceuses sont actuellement convoquées pour des discussions. Quant à la limite du cadre de la liberté d'expression, Chiu Zhuizheng, le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, a déclaré que les idées d'indépendance ou d'unification étaient considérées généralement comme s'inscrivant dans le cadre de la liberté d'expression, mais il a ajouté que tout propos prônant la guerre ou une annexion militaire dépassait ce cadre. On l'écoute. Je pense que le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés face aux propos qui visent à détruire la souveraineté de la République de Chine. Nous devons enquêter activement et traiter cette affaire conformément à la loi. Il en va de même pour les célébrités du divertissement taïwanaises en Chine. La MAC travaille avec les organismes responsables pour vérifier si elles ont ou non des coopérations avec le parti politique, le gouvernement ou l'armée de la Chine. Nous enquêtons activement sur ces dossiers, conformément aux procédures relatives. Le Parlement rejette la demande de réexamen du projet de loi sur le budget 2025. Le yuan législatif a rejeté lundi la demande de réexamen du projet de loi sur le budget de cette année par 61 voix contre 51. Pour mémoire, le Parlement taïwanais, actuellement dominé par l'opposition, avait adopté le 21 janvier dernier le projet de budget de l'État pour l'année 2025 avec une coupe considérable et historique de 6,6% du budget du gouvernement central. La chef du groupe parlementaire du Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir, Rosalia Wu, a regretté le résultat du vote, affirmant que ce dernier mènerait à la destruction de l'ordre constitutionnel et avait plongé le pays dans une situation fiscale catastrophique et sans précédent, affectant sérieusement les opérations des agences gouvernementales ainsi que les finances locales. La députée a promis d'organiser une campagne nationale d'information mêlant les efforts du gouvernement et du DPP pour expliquer à la population les controverses majeures liées à la situation au Parlement, dans un contexte où des procédures de destitution visent 34 députés de l'opposition. Le Premier ministre reconnaît l'impossibilité de faire passer le budget de la défense à 10% du PIB. Zhou Zhongtai a répondu mercredi au Parlement aux questions des députés et a notamment été interrogé par le chef du groupe du KMT, Fu Kunqi, sur la manière dont le gouvernement réagirait si les États-Unis demandaient à Taïwan de porter son budget de la défense à 10% de son PIB. Le Premier ministre a répondu que le gouvernement taïwanais n'était pas en mesure de faire de telles dépenses à l'heure actuelle. On l'écoute. La République de Chine n'a actuellement absolument pas les capacités de réunir une enveloppe de 2680 milliards de dollars taïwanais pour le budget de la défense. Nous allons donc nous baser sur nos capacités financières et sur les besoins en équipement de notre armée. Notons que le président américain avait, lors de la campagne électorale de 2024, évoqué la question du budget taïwanais de la défense et avait appelé Taïwan à porter ce dernier à 10% du PIB. Le sous-secrétaire à la politique de défense Elbridge Colby a récemment renouvelé cette demande lors d'une audition au Sénat américain. Zhou Zhongtai a déclaré que Donald Trump avait formulé la même demande pour de nombreux pays. Le gouvernement taïwanais n'exclut pas des nouvelles technologies nucléaires sous certaines conditions. Dans un contexte où le Japon commémorait mardi les 14 ans de l'accident nucléaire de Fukushima causé par un fort séisme et un tsunami, Raymond Green, directeur de l'Institut américain à Taïwan, a déclaré dans une interview que les États-Unis pouvaient fournir des sources d'énergie fiables à Taïwan, dont l'énergie nucléaire. En écho à ces propos, le Premier ministre Zhou Zhongtai a quant à lui rappelé qu'en matière d'énergie, Taïwan dépendait des importations et développait des énergies vertes diversifiées en remplacement du charbon pour tendre vers la neutralité carbone. En ce qui concerne le nucléaire, il a rappelé que selon la loi, le gouvernement devait mettre à l'arrêt le dernier réacteur encore en service avant le 17 mai prochain. Des députés de l'opposition souhaitent amender cette loi afin de prolonger la durée de vie des réacteurs, mais ces amendements n'ont pas été adoptés à ce stade. Zhou Zhongtai s'est cependant dit ouvert au dialogue au niveau international afin d'explorer de nouvelles perspectives.
En ce qui concerne les nouvelles technologies d'énergie nucléaire, nous espérons pouvoir maintenir une attitude flexible, poursuivre les recherches et un dialogue proactif, voire même établir des coopérations avec les développeurs et avec les propriétaires de technologies avancées du monde entier. Lorsqu'il y aura un consensus au sein de la société et au sujet de la sécurité de l'énergie nucléaire et que nous pourrons régler la question du traitement des déchets radioactifs qui ne généreront plus d'inquiétude pour les futures générations, nous n'excluons pas la possibilité d'adopter de nouvelles technologies d'énergie nucléaire. 14 ans après la catastrophe de Fukushima, les ONG veulent renforcer la loi sur la sûreté nucléaire. Mardi dernier, des ONG ont organisé une conférence de presse pour annoncer qu'elles mettraient sur la table des propositions d'amendements en vue de renforcer la sûreté nucléaire. Elles souhaitent notamment qu'en cas d'accident nucléaire, les plans d'intervention d'urgence concernent une zone d'au moins 30 km autour de l'installation nucléaire en question. Les ONG préconisent aussi que les dommages sanitaires, environnementaux et économiques soient inclus dans le champ d'indemnisation des catastrophes nucléaires et que les clauses d'exemption dues aux conflits armés et aux catastrophes naturelles majeures soient supprimées. On écoute l'avocate Tsaya Ying qui travaille pour Wild at Heart Legal Defense Association au sujet de la sélection des sites de stockage des déchets radioactifs. Étant donné que la superficie de notre pays est très petite, si un accident nucléaire se produit, tout le pays pourrait être touché et de nombreuses personnes en subiront les conséquences. Ainsi, la sélection des sites devrait répondre à des normes les plus strictes au monde. Nous pensons que le comité de sûreté nucléaire devrait référencer les normes des pays utilisant l'énergie nucléaire afin de s'inspirer des normes les plus strictes. Par ailleurs, tout le monde pourrait s'exprimer dans le cadre d'auditions en vue d'établir les normes de sélection pour les sites. Citizens of the Earth a pour sa part souligné qu'un récent incendie dans la tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Pingdong avait montré que ni la compagnie publique Taipower ni le gouvernement n'étaient bien préparés à une éventuelle catastrophe de grande ampleur. Il a rappelé que cette centrale avait connu plus de 30 anomalies et infractions à son fonctionnement depuis sa mise en service en 1984. En outre, elle est très proche de la faille sismique active de Hongchuan. Or, le renforcement antisismique n'a pas encore été achevé, a-t-il souligné, ce qui devrait remettre en cause la possibilité d'une prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire de manière sûre. Le ministère du Numérique prépare le lancement d'un portefeuille électronique d'identité. Le ministère du Numérique a présenté lundi le Taiwan Digital Identity Wallet, une sorte de portefeuille électronique intégré dans le téléphone portable qui permet de regrouper plusieurs pièces d'identité, le permis de conduire et la carte d'assurance santé. Selon le directeur du département international du ministère, Li Yueyin, l'utilisateur de ce portefeuille pourra notamment récupérer des colis dans les magasins de proximité, réserver un taxi ou acheter des billets réservés à son nom. Lorsqu'on ouvre le portefeuille électronique, il est d'abord demandé de procéder à une vérification d'identité biométrique. Ensuite, on peut scanner le code QR du magasin ou de l'agence qui nous propose son service et on peut choisir la pièce d'identité et les contenus que l'on souhaite présenter. Avant d'envoyer les informations sélectionnées, le système nous demande de confirmer de nouveau. Une fois les informations envoyées, l'opération est terminée. C'est très pratique. Les essais débuteront fin mars avec un coup d'envoi officiel prévu pour décembre prochain. TSMC envisage de recruter 8000 personnes en 2025. L'Université nationale de Taïwan a organisé samedi dernier une journée de l'emploi pour aider ses étudiants à réfléchir à leur future carrière professionnelle. Parmi les exposants figurait Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, qui s'est fixé l'objectif de recruter cette année quelques 8000 personnes de diverses spécialités, électronique, télécommunications, informatique, comptabilité, finance ou encore langues étrangères. En ce qui concerne les salaires, TSMC a affirmé à titre d'exemple qu'un diplômé de niveau master pourrait recevoir jusqu'à plus de 2 millions de dollars taïwanais, soit plus de 60 000 € par an. 81 établissements scolaires comptent encore des symboles de la période autoritaire. Le ministère de l'Éducation a précisé mercredi que 81 établissements scolaires à Taïwan abritaient encore des symboles de la période autoritaire sur leur campus, notamment des statues de Chiang Kai-shek. Le ministère a ainsi appelé les écoles à organiser des discussions et à travailler au retrait de ces symboles dans le cadre du processus de justice transitionnelle.
C'était la revue de presse hebdomadaire présentée par Sassa.